Vous le savez, plusieurs scientifiques sonnent l'alarme et disent qu'à la vitesse où on exploite notre planète, eh bien, notre propre vie, en fait, celle de l'être humain, notre espèce est menacée. Ce qui est moins sûr, c'est que la vie disparaisse de la surface de la Terre, parce que la vie, c'est particulièrement fort, surtout celle des tardigrades. Avez-vous déjà entendu parler de ça, les tardigrades? Moi, jamais. Bonjour Chantal, bonjour. Chantal Racine, biologiste, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un tardigrade. Oui. C'est un organisme qui a une capacité de survie phénoménale. Incroyable. C'est des petites bêtes fascinantes. En fait, c'est un minuscule animal qui ressemble un petit peu à un ours à 8 pattes, en miniature. OK, on va le voir d'ailleurs. Oui. On a des images. Et qui a l'air mangeable aussi. Ça a l'air d'un petit jelly bean. Ben oui, c'est un peu comme des gummy bears d'ailleurs. Oui, des gummy bears, c'est ça. Oui, ça a les mêmes couleurs, orange, vert ou jaune fluo. OK. Et ça résiste à des conditions très extrêmes. En fait, on peut les congeler à moins 200 degrés Celsius. On peut les amener à des températures de plus 360 degrés Celsius. Et ils peuvent revivre à ce moment-là quand on leur rajoute juste un petit peu d'eau. La forme... OK. Ça veut dire qu'il a... Comment dire? Il se retrouve en hibernation d'une certaine façon? Quand tu dis il revit, c'est que dans ces conditions extrêmes-là, il arrête de fonctionner? Exact. Son secret, c'est d'avoir une forme dormante qu'on appelle le tonneau. C'est une forme déshydratée du tardigrade où il va se rouler en petite boule et il va expulser 99% de son contenu d'eau. On le voit d'ailleurs. Oui, et donc, il se met sur le dos, c'est ça, finalement? En fait, il va être sous toutes les formes, surtout très serré, enroulé très serré. Okay. Et sous cette forme-là, il élimine son eau, pardon? Oui, 99% de son eau. Et sous cette forme-là, il peut résister à la congélation, décongélation, à des rayons X, à des doses 100 fois plus grandes que celles que l'humain peut tolérer, à des ultraviolets, à... OK, donc pas juste des écarts de température, mais quand on parle de conditions extrêmes, c'est des choses auxquelles nous, on ne peut pas s'exposer. Tu parles de rayons X. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que ça en fait un très bon candidat pour la survie, éventuellement même dans l'espace. Parce qu'on dit que s'il peut résister au vide absolu, à des températures extrêmement froides, bien, il aurait pu résister sur un météore en voyage. Donc ce serait peut-être lui, d'ailleurs, notre ancêtre ultime. Notre colonisateur. Ça serait surprenant, mais peut-être sera-t-il notre futur colonisateur? Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je voulais laisser sous-entendre avec l'introduction que j'ai faite. On le trouve où, ces tardigrades? Parce que c'est une grande famille, là. Il y a plusieurs milliers, semble-t-il, plusieurs espèces de tardigrades. Oui, certainement plusieurs centaines. Mais ils sont où? Est-ce qu'on en a là, sur la table ici? Ou... En fait, un peu partout. On les appelle les ours d'eau parce que ça leur prend de l'eau pour vivre. Ils peuvent survivre en absence d'eau, mais donc partout il y a un petit peu d'eau. Les minces films d'eau à la surface des mousses, des lichens dans les forêts. Ça peut vivre dans les forêts tropicales, ça peut vivre dans les montagnes. On peut les retrouver même dans le désert, mais dans certains oasis. On peut en retrouver dans les glaces de l'Arctique même, sous forme congelée. Il y en a qui sont préservées depuis très longtemps. Donc, on les retrouve vraiment un peu partout. Donc, son habitat naturel, c'est un environnement humide, mais on le dit, il peut vivre sans eau, finalement. Exact. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des scientifiques qui en ont observé à des endroits un peu bizarres. On ne savait pas comment ils ont fait pour se retrouver là, d'ailleurs. Quand tu parles du désert, normalement, il n'y en a pas d'eau dans le désert. Oui, mais comme c'est un animal minuscule, en fait, pour donner une idée de sa grosseur, prenez 1 millimètre et vous prenez à peu près la 5e de cette distance-là et ça donne à peu près la grandeur moyenne d'un tardigrade. Bon, étant donné qu'il est minuscule, il est très léger. Et comme on a pu voir sur les photos, il y a comme des petites griffes. Donc, il peut s'accrocher après des morceaux de mousse, des morceaux de lichen qui sont transportés par les vents. Donc, c'est peut-être des fois le vent qui l'amène dans des endroits inusités. Tout à fait. On suspecte que ce serait leur mode de dissémination. Et ces petites griffes lui permettent donc de rester accroché assez longtemps sur son radeau pour aboutir dans un nouveau milieu. Et donc, il mange quoi? Est-ce qu'il se sert de ses griffes, d'ailleurs, pour attaquer plus petit que lui? Ah, même pas. C'est un animal gentil. Il est végétarien, en général. C'est végétarien? Tout fait. Il grimpe sur les mousses, sur les lichens. Et puis là, quand il trouve une petite cellule végétale appétissante, il utilise ses 2 stylets. C'est comme 2 grandes pailles qu'il plante dans la cellule végétale et il aspire le contenu. Et il y a en fait une espèce qu'on a découvert qui était parasite, mais en fait c'est parasite d'un oursin. Alors ça fera pas grand mal aux humains. Les oursins de mer peuvent être parasités par les tardigrades, sinon ils sont végétariens en général. C'est un animal, là, vous le voyez, là, il y a un cerveau, il y a une bouche. Oui, tout à fait, un tube digestif. Voilà. Et d'où vient le nom tardigrade, en fait, c'est qu'un Italien, celui qui aurait été le premier à les découvrir, Spallanzani, les a vus marcher Et il marchait tellement lentement, il l'appelait Il Tardigrado.
qui veut dire mouvement lent. Et ça date de 1773. Ah oui, donc on les a observés pour la première fois il y a très longtemps. Mais ils n'étaient pas très connus à l'époque parce qu'évidemment, les outils d'observation étaient rudimentaires. Il y avait le microscope déjà, mais c'est à peu près tout. Là. Maintenant, avec le microscope électronique, on peut obtenir des très belles photos, avoir des beaux détails. Oui, puis on sait presque tout maintenant de lui, comment il se reproduit aussi. Là, oui, effectivement. Au niveau de la reproduction, il est très intéressant. Tu aimerais ça, Patrick. Ils ont différentes possibilités, ces petits animaux. Ah oui? Oui. Il y a en fait la façon classique, l'accouplement mâle-femelle. Alors, le mâle va féconder la femelle qui va pondre ses œufs. Mais il y a aussi les bisexués qui font de l'hermaphrodisme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à deux, chacun les deux sexes. Et ça fait une double copulation pour un double plaisir. La boule qu'on a vue, c'était quoi, là? C'est justement l'œuf. Ah, c'est l'œuf en question. Il y a des œufs qui peuvent être très lisses, mais il y a des œufs avec toutes sortes d'aspérités qui leur permettent justement de s'accrocher un peu partout et, encore une fois, de se disséminer facilement. Donc, ça veut dire ce que tu as décrit au niveau de la reproduction, c'est une preuve encore qu'ils résistent à presque tout. Finalement. Ils sont très adaptables. Et puis leurs œufs, justement, ils vont avoir une tendance à se comporter comme s'il fallait les protéger de la déshydratation. Ils vont les pondre dans leur squelette, on va l'appeler comme ça. Quand ils grandissent, ils muent, ils libèrent une peau, un peu comme les serpents. C'est un petit squelette de chitine. Et alors, ils vont cacher leurs œufs là-dedans. Ça va être un faux tardigrade, vide, mais avec des œufs. Et ils sont protégés comme ça de la déshydratation et ils vont... Il était intelligent en plus, le petit maudit. C'est un petit animal très bien. Ben, merci beaucoup de toutes ces explications. Et c'est la bonne nouvelle, au moins, c'est que la vie avec un grand V, elle, est probablement pas menacée. Vous restez avec nous, on poursuit la revanche. Et c'est avec Pascal Forgette qu'on poursuit cette revanche. Pascal, dernière chronique avant les vacances de Noël. Vacances dont tu vas profiter, mon chanceux, pour aller au Japon. Chance, j'ai payé pour quand même.